Fidèles téléspectateurs de Moto TV, bienvenue à suivre ce journal. Voici le sommaire. Deuxième journée sans activité à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Les habitants de cette agglomération unissent leur voix à celle des victimes des récents massacres perpétrés par les terroristes EDF en secteur de Beni-Mbaou dans les villages de Babila-Bakaikou. La société civile locale appelle les habitants à respecter les 3 jours décrétés pour honorer la mémoire des disparus. Face à la progression des rebelles du M23, la société civile du secteur des Rwenzori appelle l'armée congolaise à renforcer la sécurité de la côte ouest du lac Édouard. Cette structure pense que l'ennemi peut surprendre à contourner l'obstacle érigé par les FARDC en empruntant cette voie qui présente un accès rapide. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à suivre l'intégralité de ce journal. Les lundis 29 à ce mardi 30 juillet, les activités socio-économiques sont paralysées à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Les habitants de cette agglomération obéissent au mot d'ordre de la société civile locale. Celle-ci a décrété 3 jours ville morte à dater du lundi 29 juillet jusqu'au mercredi 1er août. Une occasion décidée au lendemain des tueries d'une centaine de personnes attribuées aux forces démocratiques alliées EDF dans les villages environnants Oicha. Delphine Mupanda pour les reportages à Oicha. Au premier jour de la manifestation, Oicha est resté timide. Les rythmes mouvementés, c'est une paralysie quasi totale des activités. Les portes des boutiques, magasins, kiosques et autres maisons de commerce fermées. Même le marché reste désert. C'est une façon pour la population de dénoncer le silence des autorités face au regret des massacres des civils, indique Madame José, habitante d'Oicha. Tunaliaka kila siku tuishaendelea tu kulia na kulia. Eje tu nitaomba amani. Bakubwa batukazanie kila siku batu kukufa. Ya mingi haiko sie kidogo tunakosa kama iko hali kali. Yenye tuko naishi hapa Oicha. Juu hatuwezi kuishi na insécurité. Cette action de la société civile a été décrétée au lendemain des tueries massives des civils dans la localité de Babila-Bakaikou, située à 23 km d'Oicha, le chef-lieu du territoire de Beni. La société civile dresse un bilan d'une centaine de personnes tuées à l'espace de 10 jours, sans qu'il y ait une action militaire contre les rebelles. C'est pourquoi elle qualifie cette action comme un deuil en mémoire des victimes de ce qu'elle qualifie d'irresponsabilité de l'administration sécuritaire. Darius Siaira est rapporteur de la société civile d'Oicha. Nous avons été massacrés dans les périphéries de la commune d'Oicha, au moins une centaine de populations qui ont été tuées sans aucun message du gouvernement central, tellement que nous sommes oubliés par Kinshasa, alors que nous faisons partie, n'est-ce pas, intégrante du territoire national congolais, malheureusement oublié par le gouvernement central. Nous avons décrété 3 journées ville morte dans la commune d'Oicha. Il n'y a pas d'activité aujourd'hui. C'est une façon pour nous de plairer les nôtres. Les autorités avaient déjà pourtant interdit cette manifestation. Dimanche, à l'issue d'une réunion qui ne s'est soldée d'aucun résultat, l'administrateur du territoire de Beni a lancé des messages dans des radios locales appelant au boycott de cette action. Malgré cet appel, tout est resté paralysé, même ce deuxième jour des manifestations. La société civile a évalué 90% le respect de son mot d'ordre, promettant d'évaluer la situation ce mercredi 31 juillet. La société civile du secteur Rwenzori demande à l'armée congolaise de renforcer en nombre les bords du lac Édouard pour barrer la route à la rébellion du M23 RDF qui viserait la cité frontalière de Kassindi. Ricardo Rupande, président de cette structure, l'a dit à notre reporter en séjour dans cette région. Il pense que l'ennemi pourrait prendre quelques avantages si jamais ces parties n'étaient pas contrôlées. Suivez-le dans ces reportages recueillis par Mwanampenzi Manzekili. Il faut dire la vérité, nous allons quand même bien. Quand même, quand je parle de quand même, c'est parce que la menace n'est pas très écartée de nous. Parce que vous savez, de l'autre côté de Lubero, il y a déjà les M23. Donc, à côté de nous, ici à l'ouest, il y a l'ADEF qui est encore là. Et vous savez, pour nous, j'ai toujours dit que pour nous, la rébellion la plus redoutable, c'est l'ADEF. Parce que la crainte que nous avons, c'est que l'ADEF esquive les opérations au niveau de Beni-Mbaou. Parce que vous savez, l'ADEF s'est concentré maintenant au niveau de Beni-Mbaou et une partie
du territoire de Mambasa et d'Irum. Et une fois les rebelles esquivent là-bas pour revenir dans le secteur Rwenzori, pour nous, on va revenir sur la case de départ. Mais pour le moment, le secteur Rwenzori, à terme de sécurité, va très bien. Par exemple, sur le plan du DM23, notre crainte, c'est que, et nous avons dit ça aux autorités militaires, il faut renforcer les abords du lac Édouard. Parce que il y a Kiavinyonge, il y a aussi quelqu'un qui quitte Kiavinyonge directement, il est à Kassindi Port, qui est dans le secteur Rwenzori. Donc, il faut renforcer là-bas un homme, un militaire en patrouille, pour que nous ne puissions pas être surpris par les rebelles du DM23 qui peuvent, n'est-ce pas, entrer par Kassindi, via Kassindi Port, et pouvoir, n'est-ce pas, gagner les... Les activités académiques sont menacées dans les milieux ruraux du territoire de Lubero suite à l'insécurité. Une alerte de la sous-conférence des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire et sur Butembo Lubero. Ces enseignants réclament le rétablissement de la sécurité pour une cour normale de leurs activités. Joël Tali nous fait le point dans ce reportage. La sous-conférence des institutions supérieures et universitaires de Butembo Lubero retrace les contextes sécuritaires précaires depuis des décennies. Situation qui, au lieu de s'améliorer, ne fait que se détériorer. Aujourd'hui, parmi les secteurs les plus touchés, figure celui de l'éducation. Dans un mémorandum qui contient les requêtes des responsables des établissements locaux de l'ESU, ceux-ci ont dénoncé l'insécurité qui freine les parents dans la prise en charge des enfants. L'ESU Butembo note un taux croissant de déperdition scolaire dans cette juridiction suite aux multiples adversités. Dans tous ces contextes, l'enseignement supérieur universitaire a subi les coups et continue de payer les lourds tributs de la guerre. Les familles dont sont issus nos étudiants sont essentiellement agricultrices. Et du moment qu'elles sont chassées de leurs champs, leur unique source de revenus, elles se retrouvent dans l'incapacité de payer la scolarisation de leurs enfants. Conséquence malheureuse, nous assistons d'année en année à une déperdition des effectifs des étudiants dans nos établissements, ainsi qu'à un taux élevé de solvabilité de ceux qui persistent à poursuivre leurs études. La sous-conférence peint un tableau sombre de la situation sécuritaire dans les établissements situés dans les milieux ruraux depuis la progression des rebelles du M23. Dans ce document, ces responsables rapportent que certaines institutions sont allées jusqu'à fermer leurs portes, faute de pression de la situation. Les établissements membres de la sous-conférence des chefs d'établissement qui sont établis en milieux ruraux comme Kanyabayonga, Kaina, Kirumba, Kitsombiro, Kasuo, Lubero, Lukanga sont pour la plupart menacés de fermer leurs portes puisque leur fonctionnement est rendu quasiment impossible par la persistance de l'insécurité. En abandonnant leur site de fonctionnement, ils livrent la jeunesse qu'ils étaient censés éduquer à l'errance, au chômage, à l'oisiveté. Et pire encore, cette jeunesse reste la cible des appétits voraces de forces négatives. Dans ce mémorandum, les responsables de l'établissement de l'ESU ont fait plusieurs suggestions au gouvernement congolais d'user de son pouvoir régalien pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi de la paix, mais aussi alléger les populations meurtries de certains de leurs devoirs envers l'État congolais. D'appliquer des mesures de solidarité avec la population de l'Est du pays. Il n'est pas compréhensible que la nation congolaise regarde comme normale la situation de l'Est du pays, au point de soumettre ces populations aux mêmes devoirs comme partout sur l'étendue de la République. Impôts et taxes pour les activités économiques, quotité pour l'enseignement supérieur, comme si nous vivions dans le même climat. Des mesures d'allègement fiscal sont un geste de solidarité extrêmement significatif que nous sollicitons. De prendre comme priorité des priorités de sécurité des populations et de leurs biens pour permettre aux déplacés internes de regagner leur village et leurs champs pour y vivre paisiblement. De renforcer les capacités opérationnelles de notre armée pour récupérer les territoires déjà occupés par les rebelles et de garantir l'intégrité du territoire national.
Cette voix est une énième qui s'élève contre l'insécurité dans les Grands Nord. Ce début du second semestre de l'an 2024 fait encore vivre des pires jours aux habitants des territoires de Béni et Lubero. Dans la première entité, l'activisme des terroristes ADF et Lubero, lui, qui se fait asphyxier avec l'occupation par l'M23 de sa partie sud et les ADF dans sa partie ouest. La justice congolaise autorise des rentres et jugements par défaut, autrement dit jugement par contumace. Cela consiste à rendre et jugement à l'absence de la personne ou des personnes accusées. C'est le cas pour les dossiers Nanga et complices dont les procès se déroulent à Kinshasa pour crimes de guerre, haute trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. Maître Vianney Kanzira explique que par l'occasion que pour toute instruction des dossiers à justice, la Cour ne peut pas amorcer les audiences sans avoir saisi les personnes convoquées, procédure qui doit avoir été respectée par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe de la Fernanga. D'ailleurs, pour ces cas précis, les réquisitoires prévoient parmi les peines la peine de mort, informe Maître Vianney Kanzira interrogé par Isabelle Wangahemuka et Mirembe Chitawite. En fait, le jugement par défaut existe en droit congolais et dans presque toutes les juridictions, tous les systèmes judiciaires. Ailleurs, on appelle procédure par contumace, donc un procès qui va se passer à l'absence d'un des accusés. Alors pour ce qui concerne Corneille Nangaa, je dois préciser que tout le monde sait qu'il est dans une rébellion armée, qu'il ne peut pas se rendre à Kinshasa pour comparaître. C'est comme ça que d'avance, on savait qu'il sera jugé par défaut. Alors la procédure congolaise en cette matière, voici comment ça se passe. Lorsque vous êtes accusé de quelque chose, la loi dit qu'on doit vous signifier les accusations à votre domicile ou à votre résidence. Alors presque, je crois, tous les accusés, même ceux qui sont jugés par défaut, par contumace, ont des adresses connues à Kinshasa. Je crois que c'est à ces adresses-là qu'ils ont réellement été signifiés, parce que les juges ne peuvent pas retenir les défauts à votre charge s'il n'a pas une preuve dans les dossiers qu'on vous a atteint pour vous signifier une procédure à votre charge. Voilà, je suis convaincu qu'on a réellement signifié la procédure et qu'à la date même de la saisine du tribunal, le tribunal, donc c'est la cour effectivement, elle s'est déclarée saisie sur les exploits régulièrement signifiés. Parce que s'il n'y a pas des exploits, donc je vais dire les actes d'accusation qu'on a réellement signifiés aux prévenus, la Cour ne peut pas se déclarer saisie. Le syndicat des inspecteurs du Congo à province éducationnelle Nord Kivu 2 revendique certaines de leurs primes qui sont déjà suspendues par le gouvernement, des primes sans lesquelles ces professionnels de la CRE accusent quelques difficultés dans le travail. Après une réunion tenue week-end dernier, ceux-ci appellent le ministre des tutelles à les remettre dans leurs droits comme le veulent les textes légaux. Suivez l'inspecteur Mourefu Bungabunga Gabriel, secrétaire provincial adjoint du Sinico, pour plus de détails dans ses propos recueillis par Nzanzouaïnda Samuel. En fait, hier, c'était le 29 juillet, il s'est tenu une assemblée générale de tous les inspecteurs de la province, c'est-à-dire les 12 pôles primaires et secondaires de la province. Sur le plan de la superficie, nous allons de Kanyabayonga à Eringeti et nous allons également de Lubiria à Itaïtou. Alors, les délégués, il y avait plus d'une centaine, sont venus pour une question spécifique, la revendication de leurs droits lésés, notamment les primes qui sont reconnues même d'un part des textes légaux, mais qui, brusquement là, sont déjà suspendus et cela ne leur permet pas de donner le meilleur d'eux-mêmes parce que vous savez que le métier ou la carrière d'un inspecteur, c'est une carrière exigeante
Il y a notamment la prime pour fonction spéciale. Il y a également la prime d'itinérance. Ce sont ces deux-là qui peuvent permettre à l'inspecteur de donner le même de lui-même et de contribuer à la qualité de l'enseignement qui est le cheval de bataille du chef de l'État. Le comité de gestion de l'université de l'Assomption Congo a désormais de nouveaux membres. Les cérémonies de remise et reprise ont eu lieu ce mardi 30 juillet. Le nouveau recteur appelle à la collaboration de chacun des membres de l'université de l'Assomption Congo. Suivez Grace Kaniki dans ses reportages. Nommé depuis environ 2 semaines, le nouveau comité est officiellement entré en fonction. Ce mardi 30 juillet 2024, les cérémonies de remise et reprise entre les deux équipes ont vécu à l'université de l'Assomption au Congo UAC. À la tête de ce comité, le révérend père professeur Mawazo Kabula, le nouveau recteur, s'est réjoui de la confiance placée à lui. Il appelle les enseignants et toute la communauté estudiantine à une franche collaboration en vue d'une bonne continuité des œuvres de l'UAC. Alors nous demandons le soutien pour qu'on soit à la hauteur du grand travail qu'ils ont initié avec une vision très claire et que vraiment nous continuons à nous soutenir, mais aussi le soutien du corps professoral, des enseignants, pour qu'on puisse être à la hauteur de cette continuité-là. Les mêmes sentiments de joie ont été exprimés par les recteurs sortants. Après 12 ans de fonction, le révérend père professeur Wilfried Kibanda s'est réjoui de voir une nouvelle équipe qui pourra de nouveau contribuer à l'émergence de l'université de l'Assomption au Congo. Donc les sentiments d'abord que j'ai, c'est un sentiment de repos. Je me repose, j'enlève un peu le poids de toutes ces années-là pour les donner à mon frère et collègue Mawazo. Tout en encourageant la nouvelle équipe, le professeur Wilfried Kibanda appelle les enseignants et étudiants de l'UAC à une franche collaboration avec cette équipe. Je leur demande de faire un pari de confiance que la solution, ce n'est pas un individu, c'est un esprit et que l'esprit va continuer. Je reste aux côtés de mon frère qui prend la commande de l'université. Nous avons gouverné sous la vision que nous avons élaborée ensemble. Et donc, je pense que c'est cela qui va continuer pour que notre université continue à grandir. D'autres nouveaux membres du comité de gestion ont également pris fonction ce même jour. Le professeur Kagnorol Kisali Jean Chrysostome assumera la charge du secrétaire général académique en remplacement du professeur Omer Kassiakoulou. Le secrétariat général administratif sera assuré par le professeur Jean-Paul Kamili et enfin l'administration de budget par le père Moïse Kassolene. La veillée mortuaire en mémoire du père Kombingwese Floribert Augustin l'Assomption ce mardi 30 juillet. Une messe a été dite par le père provincial de cette congrégation à Kambali pour le repos de son âme. Il a à l'occasion appelé à l'Assemblée que la mort est un passage de tout le monde et d'être prêt à tout moment. Mirembe Tchitawite. Cette veillée mortuaire a eu lieu dans la salle de l'Esthétique Kambali. Plusieurs prêtres augustins de l'Assomption, des religieux et religieuses sont venus prier pour le repos de l'âme de leurs frères et pères. Le père prophétien des Augustins de l'Assomption, président en cette Eucharistie, reconnaît du regretté père une bibliothèque qui brille. Le père Jean-Paul Moussangania témoigne aussi que son confrère Kombi Floribert fut un homme qui a beaucoup travaillé pour l'épanouissement de la congrégation. Déterminé et persévérant. Il se sentait toujours libre dans l'expression de ses idées. Ne mâchait pas de mots, non pas pour blesser la sensibilité des autres, mais pour rechercher toujours et encore la vérité. Cependant, il le faisait dans le respect de la dignité de la personne, avec un ton fraternel.
nous ne l'avons jamais vu s'énerver. Oui, Floribert, professeur compétent et polyglotte, possédait des capacités intellectuelles énormes et incontestables. En tant que vicaire de la paroisse de l'Emmanuel de Goma, il était souvent sollicité pour donner des enseignements au grand séminaire de Mouressa. Nous prenons tous conscience de la perte d'une figure de premier plan au sein de notre congrégation et de notre Église. Pendant la liturgie de la parole, il a demandé aux participants d'être toujours prêts car le monde est chemin et la terre est passage pour toute personne. Parle d'elle-même. La mort pour nous, les humains, reste un mystère qui ne peut être compris et vécu que dans la foi. Autrement, c'est un drame, c'est incompréhensible. Il nous arrive parfois, face à de telles situations, de nous révolter contre Dieu. Heureusement pour nous, croyons, si nous l'acceptons, la mort est un passage, une transition vers la patrie céleste, quelles que soient les conditions dans lesquelles une personne décède. L'illustre disparu est né en 1959, mort le 28 juillet 2024 à l'âge de 65 ans. Il est mort le 28 juillet 2024 à l'hôpital New Delhi de Goma. C'est par cette page nécrologique que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.